Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. La Russie attaque l'Ukraine. Poutine l'a annoncé cette nuit. Que doit faire la France? Que doit faire l'Europe? Reprendre des initiatives diplomatiques. Ne pas abandonner cette voie de la diplomatie, de la discussion? Non, jamais. Jamais. Il y a bien évidemment des mesures qui sont à prendre au niveau européen. Je dis bien au niveau européen. Certainement également des sanctions, de façon à montrer à la Russie qu'on ne laisse pas faire, qu'on n'est pas spectateur. Mais reprendre des initiatives, ça veut dire aussi reprendre le chemin de Moscou, du dialogue avec Vladimir Poutine, pour mettre un terme à ce qui est aujourd'hui une opération militaire, des faits de guerre. Mais est-ce qu'il peut comprendre, est-ce qu'il peut entendre Vladimir Poutine? Il a reçu Macron, Scholz et d'autres. Il les a roulés dans la farine. Il est totalement déterminé, on le voit bien. Il ne bluffait pas, on l'a bien vu également. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la France, qui préside aujourd'hui l'Union européenne, c'est que l'Europe reprenne toute sa place et qu'on ne soit pas seulement dans la logique de ce que veut le président Biden, de ce que veulent les Américains. Je crois à cette idée d'indépendance pour la France. Je pense également que l'Europe doit prendre toute sa place. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que tout le monde aille dans le sens d'une solution diplomatique, d'une solution politique. Tout vaut mieux qu'une situation militaire qui est en train justement de se produire aujourd'hui. L'OTAN pourtant réunit ses ambassadeurs. Est-ce qu'il y a une option militaire? Pas de contre-attaque, mais de renforcement aux frontières des forces militaires de l'OTAN. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on pensait ça inimaginable. Mais aujourd'hui, on a une guerre, des faits de guerre, qui sont sur le continent européen et aux frontières de l'Union européenne. Ce qui montre bien, c'est que quand on parle de l'Europe, pour dire que l'Europe nous a garanti la paix, que l'Europe est aussi un synonyme de paix durable, il faut que chacun en prenne conscience. Et que certains Européens comprennent bien qu'on ne peut pas tirer à hu et à dia. Et que l'idée d'avoir une Europe forte qui puisse peser indépendamment, c'est pas une option. C'est une obligation dans les mois qui viennent, mais aussi dans les années qui viennent. Sanctions, dites-vous, sanctions économiques, mais c'est souvent un sabre de bois. Non, parce que bien évidemment, ça a des conséquences, mais encore une fois, c'est pour amener à aller vers une solution diplomatique, vers une solution politique. Mais on voit bien également qu'aujourd'hui, la détermination de Vladimir Poutine fait qu'il peut certainement tenir et absorber les sanctions qui ont déjà été prises. Donc, il en faut d'autres. Pour que l'opinion russe souffre des sanctions économiques et fasse pression sur son chef? Non, c'est pas pour que le peuple souffre, c'est pour que les dirigeants comprennent bien qu'il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'autre option que de trouver une issue à cela. La guerre n'est jamais une option. C'est donc arrêter les importations? Après, on va aussi, aujourd'hui, l'obligation, c'est de trouver une solution. C'est de mettre un terme à ces faits militaires, à ces faits de guerre. Mais ce qu'il faut bien voir également, c'est que pendant trop longtemps, on a été dans un climat de guerre froide, notamment avec la Russie, et qu'il faut toujours rechercher les voies du dialogue et aussi du non-alignement systématique sur les uns ou sur les autres. On a trop fait le jeu des Américains depuis 15 jours, 3 semaines. Écoutez, de toute façon, l'enjeu pour l'Europe est très simple. Est-ce qu'on est une marionnette ou est-ce qu'on est un champ de bataille? Nous voulons, avec Valérie Pécresse, ni l'un ni l'autre. Et donc, encore une fois, cette puissance de l'Europe, cette indépendance de l'Europe, elle n'est pas négociable, ça n'est pas une option. Ça passera par une défense européenne la plus rapidement construite? Oui, mais bien évidemment aussi avec la France, mais la France qui est aussi une puissance qui, bien évidemment, est le fer de lance de cette Europe de la défense, mais qui, à aucun moment, ne liera ses intérêts, et notamment sa force de dissuasion, à une réponse qui serait purement européenne. Ça aussi, c'est l'indépendance française. L'Europe a besoin d'une France fer de lance, d'une Europe de la défense, mais la France doit conserver son indépendance. Et sa voix singulière. Vous savez, je suis gaulliste, issu de la famille gaulliste, et pour moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certains ont beau dire qu'économiquement, démographiquement, on n'est pas une superpuissance. Mais ce que le général de Gaulle nous a légué, c'est cette vocation d'indépendance. Et ça, encore une fois, ça non plus, ça n'est pas négociable. L'adhésion à terme de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est une perspective qu'il faut rouvrir? Non. Vous le savez, quelle est la position qui est celle de Valérie Pécresse, c'est qu'il n'est pas question aujourd'hui d'aller dans un élargissement. L'Europe s'est beaucoup élargie, certainement très vite, trop vite. Et encore une fois, il n'est pas possible aujourd'hui de dire, écoutez, l'Ukraine doit intégrer l'Union européenne et ce serait la bonne solution. C'est la même chose d'ailleurs concernant l'OTAN. Je pense que cette hypothèque aurait dû être levée par les dirigeants ukrainiens eux-mêmes depuis bien longtemps, et on ne serait certainement pas non plus aujourd'hui dans une telle situation, même si, encore une fois, c'est très compliqué de se mettre dans la tête de M. Poutine et de bien voir que depuis des semaines et des semaines,
il ne bluffait pas. Et c'est vrai que, regardez, on est un peu tombé de Caribe dans Scylla. Lundi matin, tout le monde se réveille avec cette idée d'un sommet, possible. Poutine, Biden, Macron, et on voit ce qu'il en a été le soir même. Donc encore une fois, c'est certainement cette question de rapport de force qui joue, qui doit être prise en compte. Il faut que l'Europe soit forte et non systématiquement alignée. Et d'autre part, c'est d'avoir un dialogue. Et ce dialogue passe aussi par parler, voir Monsieur Poutine également très rapidement. Est-ce à dire qu'en regardant les semaines écoulées, vous ne jetez pas la pierre à Emmanuel Macron? Il n'a pas joué le jeu de Vladimir Poutine en allant discuter et en se faisant un peu avoir? Il a tenté, mais n'est pas Nicolas Sarkozy qui veut. Alors, Nicolas Sarkozy n'avait pas empêché non plus les actions militaires en Géorgie. Vous êtes sérieux? Et les chars russes avaient reculé. Vous êtes sérieux? Non, on n'a pas le droit d'avoir la mémoire courte. Et pourquoi Sarkozy avait obtenu des résultats? Parce qu'il avait pris des risques. Il n'avait pas attendu que tout le monde soit aligné pour prendre des initiatives. Non. Certains le lui avaient reproché, justement, ces initiatives. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la diplomatie française, elle a une vocation. C'est être en tête, pas être isolé. Et à l'époque, si on obtient ces résultats avec la Géorgie, c'est parce que Nicolas Sarkozy prend des initiatives tout de suite. Il n'attend pas des semaines et des semaines que les conditions soient réunies pour pas prendre de risques. Il faut prendre des risques si ça permet justement de préserver la paix. Le gouvernement reproche aux Républicains d'être parfois pro-Poutine, pro-russe, et met en exergue, par exemple, la présence de François Fillon, votre candidat de 2017, dans un groupe pétrolier russe. Ils ont que ça à dire. Mais est-ce qu'il faudrait quand même que symboliquement François Fillon démissionne de ce conseil d'administration? Est-ce qu'il représente la France? Il est retiré de la vie politique, donc. Est-ce qu'il représente la France? Bien sûr que non. Il est retiré de la vie politique. Maintenant, si par tous les canaux qu'il a, il peut aussi contribuer à ce que des messages soient adressés, qu'il le fasse, mais il ne représente absolument pas la France. Et franchement, si le gouvernement a que ça à faire, c'est que vraiment, ils doivent être gênés aux entournures pour défendre leur position. Mais on entend des voix chez LR pour dire, attention, Poutine, il n'a pas toujours tort, il ne faut pas être anti-Russie. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il ne s'agit pas d'être aligné sur qui que ce soit, c'est la voie de l'indépendance. C'est la voie VOX, c'est la voie VOIE de l'indépendance. Mais pour toutes ces questions, moi je suis intimement convaincu, depuis des mois et des mois, voire des années, qu'on a tort d'entretenir un climat de guerre froide avec la Russie. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement les choses sur la question ukrainienne? Je n'en suis pas persuadé à 100%, mais je sais encore une fois que cette voie-là, il fallait aussi la tenter différemment et autrement. Mais la situation d'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, avec justement ces faits militaires, ça veut donc dire aussi des victimes. Il faut tout faire pour que ça s'arrête le plus tôt possible. Il y a aussi dans le camp politique, Zemmour, Mélenchon, Le Pen, de vrais partisans de Poutine. Ça les disqualifie dans cette campagne? Il ne s'agit pas d'être pro-Poutine, il s'agit d'être pro-Europe et d'être pro-France. C'est ça le véritable enjeu. Et vous voyez sur la scène internationale, là encore, la France a toujours une voix singulière. Regardez, on est très loin de l'Ukraine et de l'actualité. Mais on a aussi le sujet de l'Iran aujourd'hui. Sur la question du sujet de l'Iran, il faut à tout prix, encore une fois, refuser la naïveté, mais faire en sorte que l'Iran ne soit pas tenu à l'écart de la communauté internationale, si tant est qu'elle joue vraiment le jeu, qu'elle signe l'accord, mais qu'on entende aussi les voix du gouvernement israélien qui nous dit qu'attention, un accord pour 2 ans et demi seulement, tout ça ne garantira pas à long terme. La garantie, la sécurité de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Et l'on doit savoir que même si tout est focalisé aujourd'hui sur la question ukrainienne, on doit aussi avoir en perspective la situation, justement, de l'Iran. Il n'est pas question de laisser les centrifugeuses iraniennes continuer à tourner, continuer à progresser. Et puis, ça sera aussi une façon de peser sur l'Iran pour arrêter le financement d'organisations terroristes. La campagne présidentielle en France est marquée par l'affaire Douglas, ce fameux chien qui aurait adhéré à LR pour voter. Selon Libération, cette primaire a été le théâtre de fraude, l'adhésion de personnes décédées aussi, de groupes d'étrangers, notamment chinois. Xavier Bertrand, avez-vous été volé dans cette primaire? Je n'accorde aucun crédit à cette étude. Pourtant, il y a des exemples concrets qui sont donnés. Je n'accorde aucun crédit à cette étude. Les résultats de cette primaire n'ont pas été contestés en décembre, ils ne sont pas contestés aujourd'hui, ils ne le seront pas demain. Ce sont des incidents qu'on a dans tous les partis. Je n'ai pas lu cette étude et je ne la lirai pas. On a une candidate, elle s'appelle Valérie Pécresse. Je fais campagne pour elle tous les jours. Tous les jours. Hier encore, aujourd'hui encore. Et on doit tout faire pour l'emporter. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement l'intérêt de notre famille politique. Je suis persuadé que la victoire de Valérie Pécresse, c'est la seule victoire qui permettra de redresser notre pays, de remettre de l'ordre dans notre pays, de redonner de l'espoir aux Français. Le Congrès, il est derrière nous, et je vous l'ai dit,
Personne n'a contesté et personne ne conteste ces résultats. Alors, vous êtes là dans cette posture magnanime et puis une campagne est menée. Est-ce à dire que vous donnez rendez-vous quand même pour l'après, qu'on mette les comptes à plat, qu'on regarde ces adhésions pour voir ce qui s'est passé? J'ai beau être tôt le matin, je pensais avoir été clair, ça n'a pas été contesté, ils ne sont pas contestés aujourd'hui. Ils ne le seront pas demain. Ils ne le seront pas demain. Pourtant, je m'étais bien exprimé, oui, donc. D'accord, ok, ça les marche. Républicains, le parti saisit la justice en disant, attendez... par rapport à cette enquête, je vous dis, moi je ne lui accorde aucun crédit et je ne suis pas le seul. Vous pensez qu'il y aurait pu y avoir des inventions de ces faits pour... Je vous ai tout dit. Alors, vous reprenez cette campagne, mais dans une période aussi où Valérie Pécresse n'est pas en forme dans les sondages. Alors, de quoi faut-il parler? Quelle thématique mettre en avant pour intéresser les Français à cette candidature? Si une campagne présidentielle c'était facile, ça se saurait. Et je pense d'ailleurs que nos concitoyens, pour savoir qui ira à l'Élysée, veulent juger de la solidité et du sérieux. Valérie est une candidate solide, très sérieuse. Et justement, tout ce qu'elle peut connaître aujourd'hui comme épreuve, c'est aussi ce qui montre que dans la tempête, dans l'épreuve, elle tient. Rien ne lui est épargné, c'est évident. Mais ce que je note aussi aujourd'hui, c'est que les gens regardent beaucoup dans une campagne. Beaucoup, beaucoup. Et après, sur quelle thématique? On le voit bien aujourd'hui, les enquêtes sont constantes. Les Français ne sont pas satisfaits du bilan de ce quinquennat. Si vous connaissez, vous, Monsieur Barbier, des Français qui vivent mieux qu'il y a 5 ans, présentez-les-moi. Si vous avez des Français qui pensent qu'en matière de sécurité, ça va mieux qu'il y a 5 ans, présentez-les-moi. Si vous avez des Français qui travaillent, qui arrivent à s'en sortir mieux qu'à l'époque, présentez-les-moi, ça n'est pas le cas. Les Français, au fond d'eux, veulent un changement et ils veulent savoir qui peut incarner cette alternative. Pour moi, c'est la raison de mon engagement pour Valérie, il n'y a que Valérie Pécresse qui peut, justement, ramener de l'ordre et redonner de l'espoir. Le sérieux, le solide est là, mais il faut aussi de la vision, de l'enthousiasme. C'est ce que je viens de vous dire. L'espoir, pourquoi? Par le travail. C'est cette société du travail, c'est cette valeur travail qui redonne de l'espoir, et notamment cet escalier social. Il y a en France des gens qui vont très bien, il y a des gens qui vont moins bien, mais qui on oublie en général? On oublie ceux qui sont au milieu. Les classes moyennes. Ce quinquennat devra être celui des classes moyennes si l'on veut garder de la cohésion et redonner de l'espoir aux Français. Et puis il y a aussi autre chose. C'est la question de la gouvernance, la façon dont notre pays est dirigé. La Ve République est ainsi faite qu'il y a un président de la République élu au suffrage universel direct. D'accord. Mais on ne peut pas avoir une seule personne qui dirige un pays de 68 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une équipe autour, que ce soit Éric Ciotti, que ce soit Michel Barnier, Philippe Juvin, moi-même, Damien Abad, Annie Genevard. On a une équipe. Oui. Bruno Retailleau, Gérard Larcher, Laurent Wauquiez. On a une équipe solide. Et Valérie est aussi la seule. J'étais hier aux présentations de la campagne de Valérie Pécresse et aussi d'un candidat, Pascal Brindot, UDI, aux élections législatives. C'est la seule qui aura les moyens de mettre en œuvre son projet pour la France et les Français. Et pas dans 5 ans, dans les 100 premiers jours. Mais les Français sont méfiants envers ces équipes parce que derrière les équipes, il y a les partis. Et les partis sont rejetés. On le voit avec le PS qui est finissant. On le voit même avec LR. Mais attendez, LR, c'est-à-dire le parti, la droite et le centre, qui dirige le plus de communes en France. Mais dont vous êtes parti, elle aussi, vous y êtes revenu, ça jette un doute quand même. Les élus aujourd'hui, quel est le parti politique qui gère le plus de communes en France? Les LR, mais quand on propose une candidate à la présidence de la République, les Français ne suivent pas. Quel est le parti qui dirige le plus de départements? LR, mais on n'en veut pas pour diriger le pays. C'est curieux quand même. Non mais attendez, on n'en veut pas. Vous avez le résultat de la présidentielle. 11% dans le dernier sondage hier, c'est mal parti. Vous êtes déjà le 24 avril, vous? Ce parti qui dirige les territoires, il n'est pas un plus. On a tous les deux peut-être plus d'âge, pardonnez-moi messieurs, plus d'expérience politique que certains. Ça commence à ressembler furieusement à 95 tout ça, hein? Est-ce que ça ne ressemble pas plutôt à 88, un président au-dessus de la mêlée qui va être reconduit et personne ne l'aura inquiété? À 95, où vous avez de l'adversité, vous avez la tempête et vous avez un Jacques Chirac qui tient et qui finit par l'emporter, et avec, en plus, on le voit bien très tardivement, les choses qui se dessinent. Non, ce que je crois sincèrement, c'est que les Français aujourd'hui, pour eux, pour beaucoup d'entre eux, elle n'a pas encore commencé l'élection présidentielle. On a un président qui est en campagne, on le voit bien. Mais qui ne s'est pas déclaré. C'est un problème? C'est surtout vous, les médias, qui attendez pour voir s'il va y avoir un effet blast, tout ça. Mais les Français, c'est pas l'effet blast de communication qui compte. C'est de savoir qui a les réponses dans les 5 ans qui viennent pour le pays
pour leurs enfants, pour eux-mêmes, pour leurs petits-enfants. Vous lui demandez de venir dans des débats télé dès le premier tour au président sortant? Bah oui, je pensais que c'était lui qui, à l'époque, avait indiqué à Georgetown, vous vous rappelez, là, en bras de chemise, en disant aux jeunes, prenez des risques, sortez des codes, tout ça. Il est où, cet Emmanuel Macron-là? Bien évidemment qu'il faut débattre. Il faut débattre pour montrer les visions. Évidemment, évidemment. Parce que ça va permettre de voir la personnalité. Moi, je soutiens une candidate qui est courageuse et qui cherche pas à plaire, qui a justement dans son ADN l'idée de faire. Et puis derrière, le projet. Parce que Valérie Pécresse sera présidente pour tous les Français, sans exception. Oui. Et pour toute la France. Pas seulement dans les métropoles ou à Paris, mais dans l'ensemble de la France, les villes moyennes, les centres-bourgs, la ruralité. C'est comme ça qu'on fait campagne. Vous ne regrettez pas de ne pas y être allé hors parti, comme était votre première intuition? J'ai fait le choix de l'unité. Parce qu'autrement, on aurait ressemblé à qui et à quoi? À une gauche fracturée, divisée, qui ne peut pas symboliser l'espoir, parce que si vous entendez pas pour faire campagne, vous pouvez pas vous entendre pour diriger le pays. Xavier Bertrand, merci, bonne journée.